Bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue à cet autre épisode de Santé sans censure. Mon Dieu, la lumière est vraiment pas très bonne. On va essayer de faire un peu mieux. C'est moi juste ajuster. Je suis désolée. Quand on travaille seul, c'est comme ça, on n'a pas le temps de tester avant. Et aujourd'hui, j'ai voulu faire un peu différent parce que l'idée, c'est que d'habitude, je vous présente à partir de mon téléphone et j'ai mon ordi pour lire mes notes. Mais le point moins intéressant, c'est que quand je procède de cette façon-là, je ne peux pas vous partager mes documents. Et là, aujourd'hui, j'ai cru que ça serait quand même très important que je vous montre mes sources de référence. Alors, pour ce faire, j'ai décidé de vous présenter à partir de mon ordinateur, mais j'avoue que la qualité de la vidéo est vraiment pas optimale. On va essayer de la nettoyer un petit peu. Je suis vraiment désolée. Ça ne fait pas du tout professionnel, mais vous savez que je travaille en République dominicaine avec les moyens que je peux pour vous apporter l'information, mais je mise sur la qualité de mon contenu et non pas nécessairement sur l'emballage. Donc, c'est ça. Ce soir, j'ai décidé de vous présenter à partir de mon ordinateur. On perd en qualité, mais le bon côté, c'est que je vais pouvoir vous présenter mes documents, enfin quelques documents. J'ai préparé 4 diapositives pour vous. Alors, excusez-moi, on va recommencer ça correctement. En plus que StreamYard a changé ma configuration, donc c'est un peu stressant ce soir et j'avoue que je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière, mais je vais essayer de faire ça quand même dans les règles de l'art. Alors, on commence. Mon nom est Chantalane Dumas. Je suis naturopathe agréée, également formée en anthropologie médicale. Et je vous reviens comme ça à chaque semaine vous parler de différents sujets qui entourent la santé globale de manière critique, scientifique et évidemment sans censure. Ce soir ne fait pas exception. Ce soir, ça va être un live solide. J'en ai fait d'autres, mais celui-ci me tient particulièrement à cœur parce que, comme vous le savez sans doute, rendu à ce point-ci, c'est que ma pratique clinique en tant que naturopathe agréée, c'est beaucoup articulé dans mes 27 ans de carrière autour de la santé des femmes, autour de la santé hormonale. Donc, dès le début de la pandémie, j'ai sonné l'alarme, j'ai essayé d'alerter différentes entités pour manifester le fait qu'il se passait quelque chose avec le cycle reproducteur des femmes et évidemment, j'ai été balayée du revers de la main, j'ai été traitée de complotiste, tout le machin comme tout le monde. Et de finalement voir la vérité sortir au grand jour, appuyée par des études cliniques, je vous avoue que euh, c'est quelque chose de très profond pour moi. Je savais que ce jour arriverait à un moment donné parce que la vérité finit toujours, toujours, toujours par sortir. Mais comme on dit souvent, les mensonges prennent l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Donc, des fois, c'est un peu long, surtout lorsque on ne veut pas que ces dites vérités sortent au grand jour, surtout lorsqu'il y a autant de milliards de dollars d'impliqués et lorsque ces milliards bénéficient à des gens qui ont également le contrôle des médias, qui ont le contrôle d'Academia, donc le contrôle de ce qu'on arrive à publier ou à ne pas publier dans des revues scientifiques, qui ont le contrôle en faisant, par exemple, perdre des émissions de radio, comme ça a été dans mon cas, des emplois, partout où on aurait pu avoir une certaine influence. Dès qu'on n'a pas fonctionné avec le message dominant, vous savez ce par quoi on a passé. Donc, vous comprenez bien pourquoi je suis fébrile, pourquoi c'est quelque chose de très important dont je vais vous parler ce soir, le lien entre la COVID et la fertilité. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer sur mon Facebook, ce qui va se passer sur mon YouTube, mais tant pis, je me lance en espérant que on a maintenant, qu'on jouit maintenant d'une certaine liberté d'expression, mais je vous avoue que ça aussi, ça me fait peur, mais j'y vais pareil. Alors, je vais essayer, ça aussi, c'est une première, que je vous partage
des trucs à l'écran. Donc, si jamais je ne fais pas bien, vous m'en pardonnerez quelques-unes parce que c'est tout nouveau pour moi. Donc, je vais essayer de garder ma présence à l'écran en même temps qu'on a ça, si c'est possible. Est-ce que j'y arrive? Non, c'est carrément superposé. OK, c'est pas grave, je reviendrai après. Alors, qu'est-ce qu'on sait dernièrement? C'est que la fertilité, le taux de fécondité au Canada, mais pas juste au Canada, dans tous les pays du G7, donc tous les pays industrialisés où on a été abondamment injecté, connaissent une chute sans précédent du taux de fécondité. Alors, présentement au Canada, en fait, les chiffres que j'ai datent de 2022 parce que vous comprenez que par le temps qu'on fasse les sondages, par le temps que ces chiffres soient cumulés, qu'on ait écrit un rapport, que ça soit corrigé, approuvé, tout ça, il y a toujours un délai d'une couple d'années. Donc, ce qu'on a présentement au niveau de Statistique Canada, ce sont les statistiques qui datent de 2022. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en 2022? C'est qu'on a vraiment l'indice de fécondité, l'indice synthétique de fécondité qui veut tout simplement dire qu'on a fait des extrapolations de chiffres, mais en réalité, pour calculer le taux de fertilité, le taux de fécondité des femmes selon différentes étapes de leur vie. Alors, présentement, en 2022, il était à 1,33 par femme. Donc, c'est vraiment le plus bas qu'on a vu depuis plusieurs années. Et comme vous voyez, la diapositive est extraite du site de Statistique Canada. Donc, je vous ai mis également les liens de recherche. Tout est là. Alors, ce qui est intéressant aussi sur ce document de statistique, c'est qu'on nous parle justement que le taux de fécondité n'a pas seulement chuté au Canada, même si au Canada, c'est un des pires pays où on a vu cette baisse de fertilité, seulement dépassée par les États-Unis. Ensuite, on nous dit que, évidemment, cette chute, elle avait débuté avant la pandémie, mais que, comme on parle d'une tendance non seulement au Canada, mais aussi à l'extérieur du Canada, et qu'on voit que ça a été très prononcé en 2022, on dit que le problème pourrait être lié à la COVID-19 parce que les gens, en fait, ont reporté le plan de concevoir, le plan d'avoir un bébé, parce qu'avec tout ce qui se passait, donc durant la COVID, là, j'essaie de faire revenir en. Voici. OK, le prochain coup, ça va aller mieux. Il y a toujours une première à tout. Alors, on admet au niveau de Statistique Canada qu'il y a eu une diminution drastique, que le taux de fécondité en 2022 est plus bas qu'il n'a jamais été. Cette tendance, évidemment, se répercute dans toutes les provinces au pays. Le Québec étant l'une des pires, le taux de fertilité au Québec, selon l'Institut de la statistique du Québec, est de 1,38 par femme, donc légèrement plus haut qu'au niveau national. Mais quand même, si on regarde la courbe, et je vais vous présenter la courbe, encore une fois, qui nous provient de Statistique Canada. Alors, on voit très, très bien que le taux de fécondité était déjà en décroissance, mais que là, il a atteint un, un taux, un bas niveau historique. Alors, c'est quand même très important de le mentionner, de le souligner, parce que
on nous présente ça au niveau de Statistique Canada comme si c'était, oui, c'est parce que les gens, en fait, ont décidé de reporter leur projet d'avoir un bébé. Dans une autre étude que j'ai citée dans mon article, on nous dit qu'un quart des gens, soit 24 des couples, ont admis avoir reporté leur projet d'avoir un bébé durant la pandémie. Mais donc, si c'était réellement juste un problème associé au report d'avoir un bébé, vous comprenez bien qu'une fois les injections transmises, une fois le retour à la vie normale, entre guillemets, eh bien, les gens qui voulaient réellement avoir un bébé en auraient eu. Et donc, on verrait un rebond de cette chute vertigineuse à son plus bas seuil depuis, évidemment, un taux historique. Donc, et c'est pas ça qu'on voit parce que l'Institut de la statistique du Québec nous donne des chiffres de 2023 et donc on voit qu'en 2023, c'était encore à un bas seuil record comme on ne l'avait jamais vu auparavant. Donc, si cette chute de la fécondité pouvait s'expliquer seulement avec la décision des couples de reporter, il y aurait eu un rebond et il n'y a pas de rebond. Ça, c'est la première chose. Ensuite, d'autres recherches très intéressantes sur lesquelles j'ai mis la main. En fait, je vais prendre une petite pause ici pour vous. Vous ramener en arrière, je suis toute excitée. Là, j'ai des aspects techniques plus compliqués. Ce n'est pas mon setup habituel. D'abord, je dois vous dire que moi, j'ai su ce qui se passait dès le début. Je n'avais pas, évidemment, les études pour le prouver, comme c'est le cas maintenant, mais j'ai su ce qui se passait parce que je suis naturopathe agréée, mais je travaillais comme conseillère médicale depuis 12 ans pour une importante compagnie de suppléments au Canada. Donc, j'étais impliquée dans l'éducation des autres professionnels, mais aussi dans la formulation de produits. Et on avait un produit vedette de curcuma. Et vous avez tous déjà entendu parler des bienfaits du curcuma, mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le curcuma est très peu biodisponible. Donc, quand on consomme, par exemple, une cuillère à thé de curcuma, le principe actif, qui est la curcumine, représente environ 3 à 5 de la quantité totale de la plante. Hein? C'est comme, par exemple, si vous prenez un verre de vin, bien, le principe actif, qui est l'alcool, représente, mettons, 12 de votre verre de vin. Alors, c'est le même principe avec les plantes. On a des principes actifs dans les plantes et si on veut vérifier l'efficacité des produits, est-ce qu'ils ont été bien entreposés, est-ce qu'ils ont été bien fabriqués, tout ça, on vérifie la quantité de principes actifs. Donc, la curcumine, le principal principe actif du curcuma, représente 3 à 5 de la plante. L'ennui, c'est que c'est une molécule qui est très peu biodisponible. Donc, toutes les études cliniques qui vous disent que le curcuma est anticancer et tout ça ont été en fait réalisées via des injections. Donc, on a administré directement le curcuma au niveau sanguin et donc, on est arrivé à avoir une certaine efficacité, surtout une concentration des principes actifs. Parce que vous comprenez que si dans une cuillère à thé de curcuma en poudre que vous avez acheté, il y a juste 3 à 5 de ça qui est la curcumine, qui est le principe actif, et qu'en plus de ça, il n'y a qu'environ 5 de cette curcumine qui va être absorbée, eh bien, ça en prend des très grandes quantités pour avoir un effet anti-inflammatoire, anti-cancer, anti-Alzheimer et tout ça. Donc, on ne peut pas arriver en prenant de la poudre de curcuma, en se faisant le petit lait doré et tout ça, à avoir un réel impact au niveau des marqueurs d'inflammation, au niveau du cancer, etc. Donc, pour ce faire, on a besoin de 8 grammes de curcumine, donc de la petite molécule active qui est pleinement absorbée à ce moment-là et pas absorbée à 5 Alors, histoire longue mais courte, pendant une dizaine d'années, l'Université de Californie à Los Angeles, de concert avec un laboratoire qui s'appelle Verde et avec la compagnie de suppléments pour laquelle je travaillais, ont développé une formule pour s'assurer que la curcumine soit bien absorbée, donc qu'elle soit plus biodisponible et bien distribuée dans le corps pour qu'elle puisse se rendre au site d'action. Si par exemple, vous avez de l'arthrose dans les genoux, votre douleur est dans les genoux, bien, s'assurer qu'on va aller chercher un effet anti-inflammatoire au niveau des genoux. Mais si c'est, par exemple, l'Alzheimer au niveau du cerveau, bien, s'assurer que la curcumine peut traverser
la barrière hémato-encéphalée, ce qui est déjà un exploit en tant que tel. Mais donc, on avait besoin de tester différentes formules. Ils en ont testé 300 sur 10 ans pour arriver à mettre au point cette formule qui contenait quoi? Des nanoparticules bilipidiques. Alors, on fusionnait la molécule de curcumine avec ce procédé pour s'assurer que la curcumine soit bien absorbée et bien distribuée dans tout le corps. Alors, vous comprenez que lorsqu'on a commencé à parler des injections à ARN messager et que l'ARN messager était encapsulé dans le même mécanisme de nanoparticules bilipidiques qui sert donc à transporter ce qu'il contient, je savais pertinemment bien que ce n'était pas vrai qu'on souhaitait que l'ARN messager reste au site d'injection. Donc, je savais dès le départ que rien ne fonctionnait dans le narratif parce que c'est comme la nanoparticule bilipidique, c'est le transporteur de ce qu'on met dedans. Alors, si on souhaite réellement qu'un ingrédient reste au site d'action, on ne l'embarque pas dans un transporteur pour l'envoyer partout dans le corps. Comprenez-vous? Donc, je savais dès le moment qu'on a débuté avec ça que c'était un faux narratif. Je savais aussi qu'il y avait des laboratoires de sécurité maximale à Wuhan. Donc, ça n'a pas été long que j'ai fait la connexion. Et évidemment, il y avait le professeur Montagnier qui a commencé très tôt aussi à expliquer que le virus n'avait pas pu, contrairement à ce qu'on nous disait, muter de manière naturelle, qu'il y avait à l'intérieur de cette séquence de l'insertion qui était comme un travail d'horloger. Donc, avait fallu qu'il y ait une intervention humaine de quelqu'un qui savait très bien ce qu'il faisait. Donc, c'était clair. Dès le point de départ, c'était clair. Et quand j'ai commencé à essayer d'expliquer aux gens, ça ne reste pas dans le site d'injection, qu'est-ce qu'ils veulent réellement faire, parce qu'ils nous disent que ça reste là, mais de toute évidence, ça ne reste pas là. Et là, j'ai commencé à m'intéresser, évidemment, davantage au virus de SARS-CoV-2. Bon, j'avais connu, comme toutes vous autres, la pandémie de H1N1. J'avais beaucoup travaillé là-dessus. Je m'étais retrouvée au Mexique pendant que je faisais mes études en anthropologie médicale et tout ça. Donc, j'avais galéré un peu avec les histoires de virus, mais je connaissais moins le coronavirus. Et donc, j'ai donné très tôt, dès le mois de mars 2020, une formation qui a fait vraiment fureur sur les moyens de se protéger contre, vous vous rappelez qu'on était au gros de la pandémie avec les grosses images épeurantes à la télé, comment se protéger contre le virus et comment supporter notre immunité. Donc, j'avais dû vraiment étudier le mécanisme d'action de ce coronavirus. On n'avait pas à ce moment-là toute l'information, mais comme il était presque identique, la séquence virale était presque identique au premier virus SARS-CoV-1, ben, on pouvait présumer qu'il se comportait à peu près de la même façon. Et comme on n'avait pas d'informations, ben, c'était déjà mieux ça que rien du tout. Alors, on a déjà débuté avec ce genre d'informations. Évidemment, puisque ce qu'on a su par la suite, c'est qu'on ne pouvait pas avoir de traitement, entre guillemets, pour la maladie, pour qu'ils puissent obtenir une autorisation d'urgence sur l'injection génique expérimentale, eh bien, évidemment, ils se sont attaqués à l'ivermectine, à l'hydroxychloroquine, mais ils se sont aussi attaqués aux produits naturels, dont la vitamine D. J'avais présenté à LuxMedia, dès le début de la pandémie, une émission sur la vitamine D avec l'ordre des pharmaciens en institution qui avait dit de ne pas donner la vitamine D, entre autres. Alors, on s'est attaqué à la vitamine D parce qu'on savait très bien qu'il y a une relation inversement proportionnelle avec la gravité des symptômes de COVID, les décès et le taux de vitamine D. Donc, on savait qu'il y avait un effet protecteur de la vitamine D. Alors, on s'est attaqué aux produits naturels et évidemment aux personnes comme moi qui étaient capables d'en parler, qui étaient capables d'en parler en connaissance de cause. Alors, puisqu'on n'a pas pu me discréditer sur la base de mes connaissances parce que je savais très bien ce que faisait la nanoparticule bilipidique et que je comprenais le mécanisme d'action du virus, eh bien, on s'y est pris autrement, avec comme conséquence que je me suis exilée en République, mais que j'ai continué à faire des recherches et que j'ai continué à répandre de l'information. Alors, sachant cela, le virus, son mécanisme d'entrée dans les cellules, comment un virus nous infecte, parce qu'on doit comprendre que lorsqu'on est infecté par n'importe lequel virus, que ce soit le virus de l'herpès, que ce soit
n'importe lequel autre virus auquel on est exposé, les virus de grippe, par exemple. Le virus ne survit pas tout seul dehors. Le virus a besoin de l'appareil de notre cellule pour procréer, pour survivre et tout ça. Donc, le virus, il rentre dans notre cellule et il prend contrôle, il prend possession de notre cellule et il fusionne avec notre ADN. On a 4 à 5 de notre ADN qui est en réalité d'origine virale. Donc, les virus, ça fait partie de notre évolution. On a développé un placenta humain grâce à la présence des virus. On a 10 à la 14 virus en tout temps qui nous entourent. De la même façon qu'aujourd'hui, après avoir vécu l'époque de Pasteur où on a voulu tout pasteuriser et tout aseptiser, qu'on s'est rendu compte que nos enfants n'ont jamais été aussi malades que depuis qu'ils ne jouent plus dans la terre et qu'ils ne sont plus avec les animaux sur la ferme et tout ça. Eh bien, aujourd'hui, on sait qu'on a 14 fois plus de bactéries dans notre tube digestif qu'on a de cellules dans notre corps. En réalité, on est un amas de bactéries retenues par des formes pensées parce qu'on a plus de bactéries que de cellules. Alors aujourd'hui, on n'a plus la même peur, on n'a plus la même attitude par rapport aux bactéries, parce que bien qu'il y en ait qui sont nocives, mais on comprend l'importance de peupler notre tube digestif de ce microbiote en bon état, donc de milliards de bactéries qu'on prend sous la forme de suppléments ou d'aliments fermentés. Bien, il y a ce même bond de conscience à faire au niveau des virus. Les virus, on en a 4 à 5 de notre ADN est d'origine virale. Donc, ça fait partie, on vit avec ça. Et normalement, si on a un système immunitaire qui est efficace parce qu'on mange correctement, on se détoxifie correctement, on gère notre stress, etc., eh bien, on peut complètement cohabiter de manière harmonieuse avec les virus et de temps en temps, on a une grippe, on est sur le dos 2-3 jours et puis on s'habitue, notre système immunitaire apprend à le reconnaître et on le surmonte et la vie continue. Donc, les virus ont cette capacité à rentrer dans nos cellules. Dans le cas du coronavirus, le coronavirus, bon, c'est les spikes, hein, les pics du coronavirus. Quand le virus arrive sur nos cellules, c'est vraiment, les gens me disent, tu es une passionnée, mais ça peut pas, on ne peut pas étudier ça à la journée longue et ne pas être passionné parce que c'est des mécanismes tellement intelligents. Tout ce qu'on essaie de faire avec les ordinateurs et l'intelligence artificielle, ça n'arrive même pas à la cheville de ce que la nature fait. Alors, quand le virus attaque une cellule, eh bien, la protéine spike se scinde en deux et il y a une partie de la protéine qui vient servir comme d'encre, qui va vraiment permettre au virus d'accoster d'une manière de parler sur notre cellule, et l'autre partie de la protéine spike qui va utiliser un récepteur sur notre cellule qui s'appelle le récepteur ACE2, c'est son abréviation en anglais, ACE2, vous l'avez vu circuler depuis le début de la pandémie. Donc, le récepteur va permettre l'insertion de la partie de la protéine spike à l'intérieur de notre cellule. Et là, il y a un mécanisme de dissolution de la membrane pour que le virus puisse s'intégrer et prendre le contrôle. C'est comme s'il a hacké en réalité nos cellules. Donc, ce qui permet au coronavirus de rentrer dans nos cellules, c'est cette capacité d'abord de s'amarrer après notre cellule en scindant la protéine spike, puis ensuite de rentrer à travers le récepteur ACE2. Donc, je vous explique ça pourquoi. Parce que ce qu'on a découvert maintenant, d'abord d'un point de vue empirique, on le voyait et la science, c'est comme ça. Quand on nous a fait croire durant la pandémie qu'il fallait croire la science, c'était tout sauf scientifique. La science, ça fonctionne comme ça, c'est qu'on observe des phénomènes et ensuite, on essaie à l'aide d'outils de valider ces phénomènes pour voir si on est capable d'en sortir des constantes, pour voir si on est capable de les expliquer, de les comprendre, de les répliquer, etc. Donc, dès le début de la pandémie, des femmes m'appelaient pour me dire « Chantal-Anne, je ne sais pas ce qui se passe. J'étais à la ménopause depuis des années et là, je recommence à avoir des menstruations. » Avant même qu'on commence les injections. Et j'avais l'inverse. J'avais des jeunes filles qui venaient de débuter leur cycle et là, le cycle avait complètement arrêté. Il y avait toutes sortes de manifestations au niveau du cycle reproducteur. Alors, évidemment, quand on nous a parlé des récepteurs et surtout, on nous en a parlé beaucoup au niveau des poumons parce que c'est un syndrome respiratoire. Donc,
on nous en a parlé au niveau des poumons, et on a commencé rapidement à voir des gens qui avaient des accidents cardiovasculaires importants, même des décès subis. Et donc, on a dit, OK, mais c'est vrai que dans la sphère cardiovasculaire, il y a beaucoup de récepteurs ACE2 au niveau rénal aussi. Et donc, ça aidait à expliquer pourquoi les populations vulnérables qui avaient donc des comorbidités, des maladies où déjà il y avait des sensibilités dans cette sphère-là où il y avait plus de récepteurs ACE2, eh bien, on comprenait pourquoi le virus les avait étaient venus à bout ou en tout cas les avait affectés de manière plus importante, plus imposante. Eh bien, évidemment, il n'y a pas que ces parties-là du corps qui comportent des récepteurs ACE2. Donc, puisque les femmes ont commencé à m'alerter en me disant on a plein de changements au niveau de notre cycle menstruel, et là, quand les injections sont arrivées, ça a été encore plus catastrophique. Et on a vu que les femmes qui étaient enceintes ont eu des accidents, des fausses couches, etc., etc. Donc, il y a quelque chose qui se passait au niveau du système reproducteur. Mais outre savoir qu'il y a des récepteurs ACE2 au niveau des ovaires, il y en a au niveau des testicules, mais évidemment, on n'avait pas les études cliniques. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. C'est ça le problème. C'est que les gens vont vous dire la science. Mais la science, ça ne tombe pas du ciel. La science, ça prend des chercheurs qui font des études. Et ça prend de l'argent pour payer ces chercheurs-là. Et pour payer des témoins, ça nous prend des participants dans une étude clinique qui ont des dommages. Ça prend un équipement de laboratoire qu'il faut payer ou qu'il faut louer à une université ou peu importe. Alors, ça prend de l'argent pour faire des études cliniques. Alors, qui va payer ça? On est sous cette fausse impression au Canada, vu que le système de santé est gratuit, entre guillemets, entre très gros guillemets, que c'est le gouvernement qui paye ça. Hein? Santé Canada, ça doit être eux autres qui font des études. Non, ce n'est pas eux autres. Santé Canada, ils reçoivent les documents de la part de l'industrie. Il y a plusieurs années, quand j'ai débuté dans ma carrière, il y avait encore des études qui passaient par les universités. Les universités recevaient de l'argent de la part des étudiants, de la part des gouvernements, et lançaient des projets de recherche, et il y avait une certaine neutralité dans les résultats. Aujourd'hui, ce sont les personnes qui fabriquent les produits qui payent les études. Comprenez-vous comment sont en conflit d'intérêts? Alors, ce qui arrive, c'est que dès qu'une étude ne va pas dans le sens de ce qu'on veut, eh bien, ils mettent fin à l'étude. Donc, il y a énormément d'études qui ne voient jamais le jour. Alors, il y a un gros biais dans l'industrie qui est connu. Il y a des gens qui travaillent dans des revues comme The Lancet et tout ça qui en ont déjà parlé, qui ont un biais positif toujours en faveur des médicaments, toujours en faveur, par exemple, des téléphones cellulaires et tout ça. Pourquoi? Parce que les gens qui financent ces études sont les gens qui ont quelque chose à gagner de la vente de ces produits. Donc, évidemment, quand ça ne va pas dans le bon sens, qu'est-ce qu'on fait? On arrête l'étude, elle disparaît, et là, on regarde le design. On va refaire l'étude pour ne pas retomber dans le même trou, ou on va changer la clientèle qui compose notre étude. On va changer de participants. Je vous donne un exemple. Quand on a eu le Women's Health Studies, le Women's Health Initiative, pardon, cette grande étude qui nous a démontré que les estrogènes qui provenaient des juments enceintes, les mares, donc le prémarin, avaient une association avec le cancer du sein, certains cancers hormonodépendants. Et là, certains médecins ont paniqué, ils ont arrêté de prescrire. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a arrêté l'étude. C'est toujours ça qui arrive parce qu'il y a trop d'intérêts qui sont impliqués. Il faudrait que ce soit des études indépendantes. Glyphosate au Canada approuvé sur la base d'études de l'industrie. Encore une fois, c'est toi qui le vends. Tu ne vas pas dire que ce n'est pas bon. Quand est-ce que vous voyez ça? Vous allez au restaurant, on va vous dire non, ton pita va le manger ailleurs parce que dans le fond, ils le font meilleur que chez nous. Ben non, t'en vends, toi, du pita, tu vas dire mange-les chez nous, hein? Ben c'est ça. C'est ça qui arrive avec les études cliniques. Donc, on n'avait pas les études cliniques au début parce qu'évidemment,
ce que l'industrie voulait, c'était pousser les injections géniques expérimentales. Donc, évidemment, ces mêmes industries qui ont l'argent, c'est Big Pharma qui a l'argent. C'est pas Chantal Dumas, c'est Big Pharma. Mais Big Pharma, elle n'a toujours bien pas dépensé des millions pour faire des études pour valider s'il y avait des effets secondaires à ces injections. Ils ont fait des petites études chouche au début, là, et ils ont pris un soin jaloux, justement, quand ils ont fait les études, Pfizer et Moderna, il y avait un énorme paragraphe sur les exclusions qui étaient en lien avec quoi? Avec la fécondité, les amis. Alors, on s'est bien assuré, et ça, j'en parlais déjà en mars 2020 dans un live où j'avais recommandé aux gens de ne pas se faire éjecter, qu'il n'y avait pas d'études de génotoxicité, qu'il n'y avait pas d'études au niveau de la reproduction. Et donc, mes pires craintes se sont avérées fondées. Alors, qu'est-ce qui arrive? On laisse passer l'injection, mais on n'a pas testé quel va être l'impact au niveau de la fertilité. Pourquoi? Parce qu'on a exclu de l'étude tout le monde qui aurait pu tomber enceinte. Donc, il ne prenait que des gens qui garantissaient, par exemple, qui avaient eu la ligature des trompes ou que d'une manière ou d'une autre n'allaient pas concevoir durant l'étude parce qu'on ne voulait pas que ça laisse de traces s'il y avait un impact sur la fertilité, hein, ou un impact aussi sur la descendance. Et vous allez voir que c'est problématique. Donc, ça aussi, moi, ça a attiré mon attention dès le début, le fait qu'on a créé tellement d'exclusions, des pages et des pages d'exclusion, pour s'assurer que personne ne tomberait enceinte ou n'allait concevoir durant les études de Pfizer et Moderna. Donc, on arrive plus loin, les injections sont faites, etc. Et on trouve des études. On trouve des études, comme par hasard, qui ont passé en douce. Hein? C'est drôle qu'on n'a pas entendu parler. On n'a pas entendu parler si je n'avais pas été à la recherche d'informations pour produire mon article de Vitalité Québec hier. Je ne serais jamais tombée là-dessus. Donc, je vous partage la suivante, qui est quand même très intéressante aussi. Alors, c'est une étude qui a été publiée dans le, j'arrive pas à le lire, mais c'est un journal de prévention au niveau de la santé américain. Et donc, ça nous dit qu'il y a des anormalités menstruelles et de l'infertilité, les répercussions de la pandémie, donc en période post-COVID. Alors, ce qu'on nous dit, et là, j'ai mis en exergue, mais vous avez les liens, vous pouvez toujours aller chercher directement les études et les lire directement sur PubMed, mais je vous l'ai mis en plus gros et j'ai voulu le surligner pour que ça soit plus clair, mais malheureusement, ça a eu l'effet un petit peu inverse. Donc, ce qu'on nous dit ici, que durant la période de post-COVID, il y a eu des changements hormonaux en lien avec la fertilité importants et il y a eu vraiment une sous-déclaration de ces variations au niveau du cycle menstruel, des hormones et de la fertilité. Donc, ça, c'est la première chose que les chercheurs dénoncent, c'est qu'ils disent ça a passé sous silence. Évidemment que ça a passé sous silence parce qu'on a créé toutes sortes de situations, par exemple avec VAERS, le système américain où on pouvait déclarer. Ils ont arrangé ça pour qu'il y ait tellement de retard qu'éventuellement, ils ont juste bloqué le système parce que les déclarations d'effets secondaires arrivaient en masse. Alors, ils ont bloqué le système et ils font disparaître ces statistiques-là un peu partout. Donc, il y a eu vraiment un effort pour camoufler ces effets, puisqu'évidemment, on continue de faire la promotion de ces injections en ARN messager qui, on le sait maintenant, ont été en plus contaminées avec de l'ADN, des grandes quantités d'ADN. Il y a des lots de vaccins qui ont été analysés où on a retrouvé encore plus d'ADN contaminant que dans l'ARN messager dans la fiole. Y avez-vous pensé? C'est hallucinant. Donc, c'est quoi réellement qu'on a voulu mettre
parce qu'on ne peut pas faire tellement d'erreurs. Ça ne se peut pas que toutes ces bouteilles, excusez, le nom m'échappe en français, aient échappé au contrôle de qualité de compagnies pharmaceutiques aussi importantes. Ça ne se peut pas qu'on n'ait pas vérifié que ce n'était pas contaminé et que presque tous les lots le sont. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Ce n'est pas une erreur. Selon moi, c'était très, très, très intentionnel. Et maintenant, les chercheurs admettent ce qu'on disait, nous, depuis le début, que on pouvait avoir un impact sur la modification de notre ADN. Et là, bien évidemment, quand on s'injecte de l'ADN étranger dans notre corps, il y a toujours le risque que ça affecte notre ADN. Donc, on a sous-reporté toutes les irrégularités menstruelles. Qu'est-ce qui arrivait à mes femmes, à mes patientes, quand elles allaient voir leur médecin et elles leur disaient, ben moi, je ne suis pas sûre que je veux une deuxième injection parce que depuis ce temps-là, mes menstruations sont arrêtées, ou au contraire, depuis ce temps-là, je recommence à avoir un cycle menstruel, même si je suis à la ménopause. Et qu'est-ce que le médecin disait? Ah, c'est sûrement une coïncidence. C'est sûrement une coïncidence. Vous allez voir l'importance de la coïncidence dans pas long. Alors, on a essayé de nous dire encore une fois que c'était dans notre tête, que c'était des histoires de complot, qu'on était des complotistes, qu'on était des édentés et qu'on ne croyait pas à la science, hein, qu'on ne comprenait rien à la science. Et pourtant, c'est ce qu'on disait depuis le début. Et même les femmes qui ne comprenaient pas la science sont quand même des expertes de leur corps, savaient très bien que depuis qu'elles avaient eu l'infection ou qu'elles avaient été injectées ou que leur chum ou leur blonde avait été injecté, il y a quelque chose qui était changé dans leur corps au niveau de leur cycle reproducteur. Et donc, grâce à cette étude, on sait que oui, les effets n'ont pas tous été rapportés parce que les médecins ne voulaient pas. Les médecins ne voulaient pas non plus être perçus comme le médecin qui allait à l'encontre du narratif. Au Québec, c'est toute une procédure pour prendre une plainte, etc., etc. Donc, ils préféraient juste invalider les craintes des femmes et leur dire que non, c'est sûr que ce n'était pas ça. Le nombre de personnes que je connais, parce qu'évidemment, les gens connaissaient ma position, donc plein de personnes venaient me parler de ce qu'ils vivaient, et le nombre de personnes qui m'ont témoigné que leurs parents, par exemple, cancer, rémission depuis 5-6 ans, complètement stable, injection, une semaine après, à l'hôpital, 2 semaines après, décédé. Et là, quand les gens disaient, ben, ça se peut-tu que ça ait un lien avec l'injection parce que tout allait bien? Ben non, c'est impossible. Comment c'est impossible? Si tu ne peux pas expliquer la cause du décès, comment tu peux dire que c'est impossible? Tu as une nouvelle substance, tu as un nouveau traitement génique expérimental qui est distribué et qui a été pris par 92 de la population canadienne adulte. Comment tu peux dire, c'est sûr que ce n'est pas ça, quand tu n'as pas d'études pour appuyer ça, que les études ont été bâclées, que toutes les études précliniques sur les animaux n'ont pas été faites? Comment tu peux, en toute bonne conscience, affirmer que ça n'a pas rapport? Donc, on a complètement invalidé le ressenti des femmes, l'expérience clinique de cliniciennes comme moi, de cliniciens qui ont passé leur vie à travailler avec des femmes, à travailler avec des hormones, à aider les femmes à comprendre leur cycle menstruel. Moi, j'ai fait de l'accompagnement à la naissance, j'ai fait du coaching de la méthode symptothermique. J'ai tout fait avec les hormones dans ma vie, j'ai tout fait. Alors, comment on arrive à dire à quelqu'un qui a 27 ans d'expérience avec les hormones et avec les femmes que ce que j'observe, c'est faux, que ce que j'observe, ça ne se peut pas? Si tu as réellement un esprit scientifique, tu vas au moins créer un doute raisonnable. Hein? Un peu comme quand tu vas dans un jury, tu crées un doute raisonnable à partir du moment où il y a un doute dans ton hypothèse, mais il faut que tu ailles la valider. Mais non, on n'a pas eu ce respect-là, nous qui avons observé ces choses et qui les avons dénoncées dès le début, avec comme conséquence qu'aujourd'hui, on nous dit que ça a été sous-rapporté et qu'il y a bel et bien eu plusieurs problèmes au niveau des perturbations du cycle menstruel qui peuvent se manifester de différentes façons, notamment par l'infertilité,
suite à l'infection avec le nouveau coronavirus. Alors ici, évidemment, on se garde une petite gêne. Dans cette recherche, on nous dit oui, on a invalidé l'expérience des femmes et des cliniciens qui disaient qu'il se passait quelque chose avec le cycle reproducteur. Déjà, ça, en partant, c'est pas winner, ben. Mais déjà, les chercheurs nous disent, il y a ça qui a été problématique, il y a ça qui a été fait. On sait aujourd'hui que parce qu'il y a des récepteurs ACE2 au niveau des ovaires, eh bien que le fameux virus pouvait très bien utiliser ces récepteurs pour entrer à l'intérieur de nos ovaires, s'attaquer à nos réserves d'ovocytes, donc les bébés, les précurseurs de nos ovules, qui portent tout notre matériel génétique. Alors, je vous ai dit qu'un virus, ça s'intègre à notre génome. Donc, vous comprenez bien que si un virus a la capacité de rentrer dans l'ovaire, donc il infecte l'ovaire, donc la tête, la partie extérieure de l'ovaire, mais aussi la moelle, l'intérieur de l'ovaire, et non seulement l'intérieur de l'ovaire, mais les ovocytes, les précurseurs de nos ovules qui comportent notre matériel génétique. Le virus a cette capacité de rentrer là. Alors maintenant, c'est admis dans des recherches cliniques et il y en a plein. Ça, c'est laquelle, c'est celle que j'ai choisi de vous partager, mais à partir de celle-là, j'en ai trouvé tout plein hier et c'est sûr que dans les prochaines semaines, je vais continuer d'approfondir mes recherches, mais je ne pouvais pas garder ça pour moi. J'avais le besoin de vous en parler ce soir et je vais continuer à fouiller. Donc déjà, on admet qu'on n'a pas rapporté correctement, on n'a pas cru les femmes, on n'a pas cru les cliniciens. Donc, on a minimisé la problématique en sachant aujourd'hui que puisqu'on savait que le mécanisme d'action du SARS-CoV-2 était d'entrer à travers le ACE2 récepteur et qu'il y a des ACE2 récepteurs au niveau des ovaires et des testicules, pourquoi on n'admettait pas dès le point de départ qu'il pouvait y avoir un risque au niveau de la fécondité et que les femmes qui disaient qu'il y avait des perturbations de leur cycle, quand une femme est ménopausée, je vois le voir depuis 5 ans, puis qu'elle recommence à être menstruée, tu peux toujours même pas lui dire c'est dans ta tête que ça se passe, veux-tu un antidépresseur? Mais croyez-le ou non, c'est ça qui se passait durant la pandémie. Pourquoi vous croyez que des gens comme moi, on a atteint un niveau d'écœur en titre? Moi, j'ai abandonné ma vie telle que je la connaissais, ma carrière, mon enfant, mon appartement, mon auto, mes amis, tout parce que j'en pouvais plus qu'on insulte mon intelligence comme ça tous les jours. Comment on peut dire à une femme ménopausée, c'est dans ta tête que ça se passe quand elle recommence à avoir des menstruations? Et dans certains cas, ce n'était pas une menstruation normale du tout, c'était ce qu'on appelle des métroragies, c'était des méga hémorragies. Les femmes étaient en hémorragie durant des semaines après avoir été injectées ou après avoir eu l'infection. Comment on pouvait invalider le ressenti des femmes? Ça n'a aucun bon sens. Et celui des cliniciens et cliniciennes qui osaient dire, je remarque dans ma pratique que plusieurs femmes m'ont rapporté, noté des changements au niveau de leur cycle. Bon, au niveau de la reproduction, comme on l'a dit, il y a 24% des couples qui voulaient concevoir qui ont décidé d'attendre au début de la pandémie. Donc, eux autres, ils ne se sont pas rendus compte tout de suite qu'il y avait un trouble de fertilité, comprenez-vous? Ils ont vu que les menstruations étaient tout croches, mais ils n'ont pas tout de suite compris. Hein? Alors, ça, c'est un des mécanismes. On va en parler de d'autres parce que dans plusieurs études, on est allé voir, vous vous rappelez tantôt, je vous ai dit que la protéine spike se scinde en deux. Il y a une partie qui s'ancre après la paroi cellulaire et l'autre partie qui rentre par le récepteur. Eh bien, cette partie qui s'ancre à la paroi cause aussi des problèmes. En fait, il y a au moins 6 mécanismes différents qui ont été explorés dans les études que j'ai consultées pour expliquer comment le virus affecte la fertilité des femmes, affecte notre cycle reproducteur. Et c'est rendu tellement répandu que c'est maintenant reconnu et accepté que le virus a comme conséquence de perturber le cycle menstruel. Évidemment, ça n'arrivera pas à tout le monde, comme n'importe quel effet secondaire d'un médicament ou quand vous avez une maladie, vous n'avez pas nécessairement toute la liste de
tous les symptômes que cette maladie-là peut provoquer. C'est toujours en fonction de notre individualité biochimique, de notre histoire, de nos lacunes au niveau de notre santé et tout ça. Donc, évidemment, oh mon Dieu, je vous ai laissé ça depuis tantôt et moi, je pense que je vous parle. Ça ne va pas très bien pour moi, cette façon de présenter. Excusez-moi, je pensais que j'étais revenue parce que moi, je me vois dans le petit écran en bas. Alors, tout ce temps-là, je vous parle et vous avez juste la diapositive. Et donc, c'est vraiment important parce qu'on nous le dit, ça a été sous-rapporté. Donc, pendant que les femmes disaient, il y a des changements dans mon cycle, c'est pas normal, et qu'on leur disait, c'est dans ta tête, ou qu'on disait à des femmes comme moi, ben non, ça se peut pas que ça soit l'injection, ça se peut pas que ça soit le virus. Eh bien, maintenant, on l'admet. Et on l'admet tellement que c'est rendu accepté comme étant un effet secondaire, une conséquence, si on veut, de ce virus. Maintenant, où ça devient extrêmement intéressant et extrêmement tendancieux. Vous comprenez que les injections qui ont été distribuées ont comme mécanisme d'action, via l'ARN messager, de stimuler la production dans notre corps de la protéine spike. Je viens de vous expliquer que la protéine spike, c'est le mécanisme par lequel les virus arrivent à pénétrer à l'intérieur de nos cellules. Quand c'est le virus qui nous infecte, à un moment donné, il y a une durée dans le temps, là, parce qu'il va utiliser nos cellules pour se reproduire et tout ça, mais en se reproduisant, il perd éventuellement de sa vigueur. C'est pour ça que c'est complètement stupide de faire une campagne de vaccination durant une épidémie, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire, et en plus, dans un virus corona qui va muter et donc qui devient de plus en plus contagieux quand il mute, mais de moins en moins puissant. Alors, mais il y a quand même une action. Donc, la différence, c'est que quand on code nos cellules via l'ARN messager pour qu'elles produisent la protéine spike, on n'a pas de moyen de contrôler quelle quantité ni combien de temps. Alors, il y avait des études qui avaient été faites dès la première injection qui montraient que les personnes injectées rejetaient 2000 fois plus de protéines spike. Vous vous rappelez, on parlait de ce phénomène qu'on a appelé le shedding. Donc, on rejetait 2000 fois plus de protéines spike qu'une personne qui était en pleine infection avec le virus. Donc, imaginez la quantité 2000 fois plus de protéines spike produites par le corps que si on était infecté naturellement par le virus. Donc, c'est des grandes quantités. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas pendant combien de temps. Il y a des études qui ont démontré que le shedding durait jusqu'à 6 mois chez certaines personnes. L'histoire, c'est qu'on ne sait pas si c'est que ça arrête à 6 mois ou si c'est que c'était le design de l'étude qui était fait comme ça. Vous comprenez, si on a un budget, puis on a des participants qui ont signé un accord pour être étudiés, qu'on teste leur D-dimer ou peu importe pendant 6 mois, ben ça ne veut pas dire qu'à 6 mois, ils ont tout arrêté de faire du shedding. Ça veut dire que l'étude s'est arrêtée à 6 mois. Alors, encore là, quand on veut rapporter des études, il faut s'assurer qu'on comprend bien les subtilités de tout ça. Alors, on sait qu'au moins jusqu'à 6 mois, il y avait encore du shedding qui se produisait. Alors, est-ce que c'est pendant 1 an? Est-ce que c'est pendant 10 ans que les gens injectés continuent de produire de la protéine spike? Et dans quelle proportion? Est-ce qu'il y a des gens qui sont susceptibles d'en produire plus? De la même façon que notre système immunitaire, on a des gens qui ont un système immunitaire déficient, qui attrapent tout ce qui passe, et on en a qui ont des maladies auto-immunes, qui ont un système immunitaire hyper réactif. Donc, on sait déjà que les gens qui avaient des problèmes auto-immuns avaient des réactions assez particulières avec l'injection génique expérimentale. Alors, en réalité, c'est qu'on ne savait pas. On a procédé à la plus grande expérimentation sur les humains qui avait jamais existé. Et donc, les gens ont fait ça volontairement. Et là, on retrouve quelques années après le genre d'études qu'on retrouve. Et là, on sait que, évidemment, ça a affecté le taux de fécondité. Ça affecte les ovocytes. Ça veut donc dire que ça se peut qu'on transmette les variations
génétiques qui peuvent ou ne peuvent pas avoir eu lieu parce qu'on nage en terrain inconnu à notre descendance. Alors, si on arrive à procréer, quelles seront les conséquences? Comment seront les bébés et les bébés des bébés de ça? Parce que si ça rentre dans notre patrimoine génétique, il y a quelque chose qui va continuer de se produire. Est-ce qu'on va faire des enfants qui vont produire toute leur vie de la protéine spike? Je ne le sais pas. C'est un peu tiré par les cheveux, mais on ne le sait pas. La réalité, c'est qu'on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est que ça a un impact sur notre fécondité. Les chiffres sont là pour le démontrer. Le fait que le Canada est à son plus bas taux de fécondité, et non seulement le Canada, mais tous les pays du G7. Et là, évidemment, je vous ai dit qu'il y a au moins 6 mécanismes différents par lesquels le virus peut affecter la fécondité. Mais là, si on revient à la question de la protéine spike qui rentre, elle rentre quand on est infecté par le virus. Mais quand on a été injecté et qu'on a programmé maintenant nos cellules pour produire des protéines spike, vous comprenez qu'ils vont rentrer elles aussi dans les récepteurs ACE2 et avoir un impact sur nos ovaires, sur nos ovocytes, sur nos testicules, etc. Mais vous comprenez bien, encore une fois, que ces chercheurs qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique, qui n'ont peut-être pas envie d'abandonner leur vie et venir faire des lives en République dominicaine, ces chercheurs qui dépendent de bourses pour faire des recherches, qui dépendent d'une affiliation avec une université, qui est payée, qui est sur le payroll de Big Pharma, de Pfizer, de Moderna, que son directeur de thèse ou son collègue ou son boss, c'est un big shot de Big Pharma. Pensez-vous qu'il va aller étudier l'impact des injections sur la fertilité, sur la descendance? Ben non, hein? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous parlent de COVID long. Alors, des études de COVID long sur la fécondité, mes amis, il y en a plein. Payez vos retraite. Allez chercher. Alors, le problème, on voit qu'il y a carrément de la défaillance ovarienne, que la protéine spike qui rentre par le récepteur ACE2 peut s'attaquer aux réserves ovariennes, peut carrément créer une défaillance ovarienne. Donc, les ovaires arrêtent de fonctionner. Tu peux avoir 20 ans, tu peux avoir 30 ans, tu peux avoir 40 ans. Évidemment, pas tout le monde, mais ça a été un effet observé qu'on a pu attribuer directement à COVID. Mais qu'est-ce qu'on dit? Ah, c'est COVID long qui a fait ça. Une autre belle invention. C'est bien plus facile de dire que c'est le virus qui continue à causer des dommages que de dire c'est l'injection qui nous fait produire des protéines spike qui causent des dommages. Parce que si tu dis c'est le virus, la madame là, qui a 30 ans, qui ne peut plus avoir d'enfants parce que ses ovaires sont capoutes, bourrés de protéines spike, si c'est le virus, ne peut pas poursuivre personne, hein? Mais si on démontre que c'est l'injection qui a fait ça, on va chercher quelqu'un, hein? On va chercher quelqu'un à poursuivre. Et comme les compagnies pharmaceutiques ont eu une autorisation d'urgence, bien, ce qui venait avec l'autorisation d'urgence, c'est vous ne pouvez pas nous poursuivre. Parce que nous autres, on n'a pas eu le temps. Là. On ne voulait pas, nous autres, faire ça, là, un vaccin en quelques mois. On ne voulait pas. Mais là, on n'a pas le choix. La planète est en train de mourir. Fait qu'on a mis le vaccin sur le marché sans passer toutes les études normales parce que vous nous forcez, pas parce qu'on a fait des milliards comme on n'a jamais fait dans l'histoire de Big Pharma, mais parce que hey, tout le monde mourait. Hein? 0,1% de la population avec des comorbidités. C'était dangereux, ça. Alors, on les a forcés à mettre ces vaccins-là sur le marché avant qu'ils aient été complètement testés. Donc, on ne peut pas les poursuivre. Ce n'est pas de leur faute. Pas de leur faute. Bien, c'est sûr qu'il y a des recours collectifs éventuellement qui vont s'organiser. Il y a des gouvernements qui vont être poursuivis. Les gens qui nous ont forcés à abandonner notre vie, qui nous ont empêchés de voyager, qui nous ont empêchés d'aller voir notre mère mourir, qui nous ont empêchés d'aller dans la province voisine où mon fils est dans l'armée. Il y a des gens, à un moment donné, qui vont devoir payer des comptes pour tout ce qu'ils ont fait subir à la population. Mais vous comprenez que les chercheurs ne se mettront pas Academia et Big Pharma à dos
en disant le problème a été réellement causé par l'injection génique expérimentale. Ils vont dire c'est COVID long. Ben, c'est quoi COVID long? C'est la protéine spike qui est rentrée dans le récepteur ACE2. Ça, on le sait. Ça, on le sait. Hein? Alors, c'est quoi que ça fait, l'injection génique expérimentale? Ça nous fait produire de la protéine spike qui va rentrer dans le récepteur ACE2 et qui peut attaquer nos ovaires et qui peut attaquer les testicules. Donc, ça a été bel et bien démontré. Alors, malgré tout ce que je vous dis, il y a quelques braves, il y a encore des chercheurs, plus braves que d'autres, qui n'ont probablement plus rien à perdre, eux autres non plus. Je vais vous montrer la dernière diapositive. Alors, celle-ci, vous vous rappelez que l'autre, on parlait des anomalies en réalité menstruelles post-COVID, mais en lien avec le virus. Cette étude-ci nous parle d'anomalies menstruelles post-COVID en lien avec les injections géniques expérimentales. Donc, c'est une revue systématique. Ça veut dire c'est comme une méta-analyse. On a fait une étude d'études pour aller voir qu'est-ce que ça disait. Alors, c'est quand même une étude, comme je vous dis, une étude d'études. Donc, il y avait 14 études d'impliquées là-dedans et ça regroupait presque 80 000 femmes, donc dans une belle brochette d'âge. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Que les effets menstruels sur le dérèglement du cycle menstruel pouvaient se retrouver jusque dans 90 des cas. Et ça commence presque à 50 et ça va jusqu'à 90. Alors, quand on essaie de nous faire croire que les effets secondaires étaient rares, regardez ce que ça nous dit. Impact sur le cycle menstruel, presque une femme sur deux, minimalement, et ça va jusqu'à 9 sur 10 qui ont déclaré qu'il y avait des perturbations de leur cycle menstruel. Presque 9 sur 10. Alors qu'on disait aux femmes, c'est dans votre tête que ça se passe. Et qu'on disait aux cliniciennes, ça se peut pas. C'est une complotiste. Jusqu'à 90. Et ça, c'est l'étude clinique que je vous ai citée. Cette étude-là a été publiée dans une revue qui s'appelle Vacunas, en espagnol originalement. Donc, des revues très crédibles. Et ça prend quand même des chercheurs qui ont des couilles. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu ne vois pas aucun média, évidemment, sauf des médias indépendants comme moi, mais tu ne vois pas aucun média citer ces études-là. Des études qui datent de 2023, 2024, et il n'y a pas aucun média qui en parle. Pourquoi? Parce que les médias, tels que ceux dans lesquels j'œuvrais, reçoivent des subventions de Big Pharma. Alors, ils ne veulent pas, eux autres non plus, se mettre Big Pharma à dos. On veut rester chum avec les Tinamis parce que la station dépend de ça pour vivre, parce que la revue dépend de ça pour vivre, parce que l'université dépend de ça pour vivre. Alors, tout le monde camoufle tout le monde et c'est ce qu'on a vu. Mais malgré ça, 5 ans plus tard, il y a heureusement des études qui finissent par filtrer. Il y a heureusement encore quelques chercheurs qui sont intéressés à ce que la vérité éclate. Parce que là, ça fait commencer, là, c'est la pointe de l'iceberg. Ça fait longtemps que je vous dis, c'est que la pointe de l'iceberg parce que là, maintenant qu'on admet que les perturbations sont réelles, qu'on peut avoir de la défaillance ovarienne, qu'on peut avoir un impact au niveau de la quantité de sperme, de la mobilité du sperme, eh bien là, il va falloir qu'on commence à admettre quelque chose et qu'on fasse quelque chose aussi parce qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer que la fécondité chute comme ça de manière aussi abrupte et ne pas essayer de trouver de solutions. Mais encore là, quand les gens ont des troubles de fertilité, c'est à coût de traitement de 30, 35, 40 000 pour la même gang de Big Pharma. Alors, on crée un problème d'un côté, c'est toujours la même chose, hein? Problème, réaction, solution. Alors, ils créent des troubles de fécondité, de l'infertilité, et ils proposent des traitements de fertilité de l'autre côté. Alors, ça peut être ça peut être un agenda de dépopulation. Moi, mon travail, c'est pas de lancer des hypothèses sur leurs intentions. C'est sûr qu'on ne sait pas si au départ le virus de Wuhan a été relâché volontairement ou si c'est réellement un accident. Et quand on regarde comment la crise a été gérée de manière générale, on comprend qu'il y avait tout un processus d'ingénierie sociale. On comprend que, par exemple, on s'est arrangé pour que les médecins, que les scientifiques ne puissent pas déclarer
les effets secondaires qui sortent maintenant, quelques années plus tard, et qui vont continuer de sortir. Parce que moi, j'en vois de plus en plus dans ma pratique, des jeunes couples qui n'ont pas de raison d'avoir des troubles de fertilité, sauf les injections, sauf COVID long. Hein? Donc, il va falloir qu'on se penche et voir qu'est-ce qui va arriver aussi avec les enfants des enfants. Parce qu'il y en a des gens qui ont eu des bébés récemment, mais est-ce que leurs enfants pourront procréer? C'est ce qu'on saura dans une vingtaine d'années, dans 15 ans, dans 20 ans. Bien évidemment, les Chantalans ne seront probablement plus en ondes pour en parler. Il y aura d'autres qui auront, je l'espère, pris la relève, mais c'est quand même hallucinant qu'on ait distribué des milliards de doses à travers la planète sans avoir fait un minimum d'études au niveau de la reproduction. Et non seulement on n'a pas fait les études, mais on a fait le choix d'exclure des études tous les gens qui avaient le potentiel de procréer pour ne pas, justement, que ce qu'on découvre maintenant, 4 ans plus tard, ait été découvert à ce moment-là parce que, évidemment, les gens auraient dit on ne fera pas ça, on ne veut pas prendre le risque de ne pas pouvoir avoir d'enfants ou de transmettre quelque chose à nos descendants. Mais maintenant, ça sort. Maintenant, l'information, elle est là. Alors, l'autre point et le dernier que je veux rajouter par rapport à tout ça, c'est que je vous ai parlé du rôle de la protéine spike. Comme je vous dis, il y a au moins 6 mécanismes différents qui ont été avancés par les chercheurs pour expliquer comment le virus, et on s'entend que l'injection aussi, peut affecter la fertilité, mais il y en a un très important, qui est celui du stress. Je vous parle souvent que quand le corps est stressé, ce n'est pas le temps de faire des bébés. Quand on lance des hormones de stress, comme les glucocorticoïdes, le cortisol, hein, l'adrénaline, eh bien, on utilise les mêmes matières de base pour fabriquer les hormones de stress que pour nos hormones sexuelles, estrogène, progestérone, testostérone, qui gèrent notre cycle menstruel. Alors, évidemment, la nature est tellement bien faite que si on perçoit un stress intense, si on est en train de vivre dans un milieu hostile où on doit sauver des tigres rayés, des ours noirs, des mammouths, c'est pas le temps de faire des bébés. Alors, le corps, dans sa grande sagesse, quand on doit mobiliser nos ressources pour lutter ou fuir parce qu'on perçoit un stress, on, on dérive nos hormones du côté de la lutte et la fuite. Donc, on favorise la survie, mais au dépens du système reproducteur, au dépens de la survie de l'espèce, de la procréation pour faire survivre l'espèce, parce que là, en ce moment, c'est notre survie qui en dépend. Et puis, évidemment, si on est dans un environnement hostile, c'est pas le temps d'être enceinte, c'est pas le temps d'accoucher, c'est pas le temps d'allaiter. Donc, la nature est tellement bien faite que lorsqu'on vit un stress intense, tout notre système reproducteur prend le bord, la libido prend le bord. Hein, on l'a tous déjà vécu, là, quand on est stressé, on a moins la libido à fleur de peau, tu sais, mettons. Donc, ça aussi, c'est un fait à ne pas négliger quand on parle de la chute sans précédent de la fécondité, c'est le fait, et ça je le nomme aussi depuis le début, que la population est en état de stress post-pandémique qu'on entretient consciemment. Consciemment. Parce que après le virus SARS-CoV-2, on est passé à Omicron, on est passé aux variants. Après ça, quand ça ne pognait plus, on est rentré dans les guéguerres. Là, je ne parlerai pas de ça parce que je vais aggraver mon cas avec YouTube et Facebook. On est rentré dans les guéguerres. Et après ça, quand ça commençait à plus trop pogner, ben, on est rentré avec l'homme orange de l'autre côté de la frontière, l'histoire des tarifs. On n'a jamais parlé que la même taxe que celle que Trudeau avait mise sur la taxe carbone et tout ça, ça c'était correct. 25 24 c'est la taxe carbone, pas de problème. Mais là, quand c'était Trump, ben, les gens ont vu que du feu. Les gens n'ont pas compris que Justin Trudeau ne pouvait pas gagner face à Poilievre. Alors, il a décidé de courir, de lancer les élections en réalité pour le Parti libéral. On s'entend que lui ne sera plus là, mais d'orienter la course contre Trump et non pas contre Poilievre, parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas gagner. Alors, il a créé cette espèce de sentiment de nationalisme pour diverger l'attention, encore une fois, de toute la merde que lui avait fait, en disant tous les problèmes que vous éprouvez, c'est à cause de lui, l'autre côté.
C'est pas parce que moi, je prends des pots de vin pour laisser rentrer le fentanyl que je passe de l'autre côté de la frontière, puis c'est pour ça que les Chinois ont manipulé les élections. D'ailleurs, qui a déclenché de manière anticipée parce que la Chambre lui avait exigé de fournir les documents des 2 Chinois qui étaient dans notre laboratoire de sécurité maximale, qui ont été mis à pied, qui ont été rechippés en Chine. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? On ne l'a jamais su, hein? Parce qu'en déclenchant les élections, il a évité de devoir fournir ces documents. Alors, à ce jour, on ne connaît pas l'implication du Canada et de Justin Trudeau dans le fameux virus et la fameuse pandémie. Mais je vous promets qu'un jour, ça va sortir. Un jour, ça va sortir. Et là, les gens ne voient que du feu. Les gens n'ont pas compris que Mike Carney, c'est le handler de Trudeau, qu'il est encore pire que lui, que c'est lui qui soufflait dans l'oreille de suspendre les comptes de banque durant le GoFundMe des camionneurs, que c'est lui qui a créé plein de problèmes au Canada économique en 2008. Après ça, il est allé en créer en Grande-Bretagne. Le gars, il a 3 passeports, il a 3 citoyennetés différentes. Puis on va mettre ça comme premier ministre. Ça passe comme du beurre. On a empêché une très grande partie, je pense que c'est 60 des gens qui pouvaient voter à l'intérieur du caucus pour élire Mike Carney. On l'a dit, vous n'avez pas le droit de voter. Ils n'ont même pas eu d'explication au pourquoi, parce que c'est clair que c'est lui qu'il fallait qu'il rentre. Et moi, j'ai constamment l'impression de revivre COVID 2.0 parce que c'est comme si les gens n'avaient rien compris de la première expérience. Au lieu de suivre les flèches dans l'épicerie, ils suivent maintenant les petits logos de fabriquer au Québec puis fabriquer au Canada. Puis au lieu de dire aux gens de lever le masque en dessous du nez, ben, on regarde dans les paniers d'épicerie, voir s'ils mangent local. Le problème, c'est pas manger local. Vous savez bien que c'est correct de manger local, mais c'est la fausse vertu, encore une fois. C'est qu'on part de quelque chose qui fait du sens, on en crée une fausse vertu pour créer de la division et pour diverger l'attention des vraies issues. C'est ça qu'ils font en ce moment avec vous autres au Canada. Canada et ailleurs, mais entre autres au Canada. Alors, moi, vous dire comment je me sens de voir que ces études-là voient finalement le jour, que tout ce que je dis depuis 5 ans est finalement publié dans des revues sérieuses, ça ne me redonnera pas ma carrière, ça ne me donnera pas les 5 ans que j'ai passés éloigné de mon fils, pas 5 ans, j'ai 3 ans et demi ici, j'ai 3 ans et demi ici éloigné, ma mère que je n'ai pas pu voir quand elle est décédée, tout ça, c'est, ça fait partie de mon historique, c'est des choses que je ne pourrai jamais changer, mais de voir que la vérité est en train de voir le jour, ça me donne espoir que peut-être les personnes qui ont créé ces situations pour simplement créer un transfert de richesse et contrôler davantage la population, les ressources naturelles, j'ai un peu d'espoir qu'on finira par traduire en justice ces personnes qui ont détruit nos vies, qui ont détruit plein de vies, qui ont détruit nos économies. On n'a pas fini de se remettre de ça. Et imaginez au niveau de la fertilité, quel sera l'impact réel parce que la fertilité est déjà à son plus bas niveau. Comme je vous dis, c'est la pointe de l'iceberg. Est-ce qu'on s'en va vraiment vers cette utopie transhumanisme où ne pourront avoir d'enfants que ceux qui auront eu une permission? Hein? Vous savez que ce sont les communistes qui essayaient de gérer le monde, l'élite mondialiste, une forte propension au communisme. Et vous savez qu'en Chine, pendant des années, on ne pouvait avoir qu'un enfant par famille et qu'on a sacrifié des milliers de fillettes parce que si on pouvait avoir juste un enfant, il fallait que ça soit un gars pour qu'il nous aide sur la terre agricole et tout ça, avec des conséquences complètement désastreuses sur la démographie du pays et éventuellement sur l'économie. Donc, est-ce que c'est ça qu'on est en train d'essayer de nous imposer des sociétés où on ne peut plus concevoir naturellement, ou donc on sera obligé de payer des traitements de fertilité assistés à coût de milliers de dollars, encore une fois, que ne pourront se payer qu'une certaine élite? Est-ce qu'on devra avoir des permissions? Est-ce qu'avec l'identité numérique, pour pouvoir avoir un enfant, est-ce que ça sera comme avec notre code de crédit, que si on n'a pas un assez bon crédit, on ne peut pas avoir de prêt, on ne peut pas rester dans certains quartiers? Alors, est-ce qu'on va nous faire la même chose avec les enfants? Est-ce que le fait d'avoir des enfants, ça deviendra
un privilège de quelques élus, de quelques personnes choisies. Vous savez que toute cette philosophie d'eugénisme, c'était là avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était tout un courant en expansion. D'ailleurs, tout ce qui s'est fait, vous savez dans quel endroit, vous savez par qui, je ne peux pas nommer, c'était avec cette vision eugéniste qu'on voulait créer une race de telle façon, avec tels attributs. Donc, est-ce que c'est à ça, puisque ce sont les mêmes qui mettent de l'avant toute cette philosophie transhumaniste, qui choisissent consciemment, délibérément, de détruire notre fertilité, d'affecter nos gamètes, donc nos ovules ou nos spermatozoïdes, dans le but de contrôler l'évolution de la race humaine. Eh bien, comme je vous dis, mon rôle, moi, c'est pas de prêter des intentions, c'est d'analyser les faits, c'est de vous présenter les études, c'est de vous vulgariser l'information, c'est de mettre les pièces ensemble pour essayer qu'on comprenne. Mais comme je vous disais tantôt, c'est sûr que si on regarde tout le processus d'ingénierie sociale, si on regarde les grands courants philosophiques qui sous-tendent ces élites au pouvoir, eh bien, on peut penser que c'est effectivement délibéré. On n'a pas la preuve encore, comme on n'a pas la preuve que le virus a été relâché délibérément du laboratoire, mais c'est sûr qu'on peut quand même émettre des hypothèses quand on met toutes les pièces du puzzle ensemble. Alors, je vous ai fait un live qui s'appelle « Il manipule notre cerveau », où je parlais de l'impact de la protéine spike sur l'inflammation dans notre cerveau et donc qui empêchait le processus de neurogenèse, donc la production de nouveaux neurones dans notre cerveau. Donc, quand on est face à ça, la seule chose que le cerveau peut faire, puisqu'il ne peut pas créer de nouvelles mémoires, il doit effacer les anciennes. C'est comme quand ton téléphone est plein, que tu n'as plus de mémoire, tu es obligé d'effacer des photos pour pouvoir en prendre d'autres. Eh bien, en bloquant le processus de neurogenèse, on n'a plus la capacité à accumuler de nouvelles informations. Et si vous regardez les gens autour de vous, il y a un abrutissement incroyable de la population. C'est facile à voir qu'il y a quelque chose qui se passe. Eh bien, on est obligé d'effacer nos mémoires. Et pour bien rentrer les nouvelles informations, on les rentre à coup de peur parce que la peur va faire que ça va rentrer encore mieux. Et la peur va inhiber notre cortex préfrontal, le centre du raisonnement, nous mettre en mode cerveau reptilien de lutte ou de fuite. Et là, on écoute la voix de papa, on écoute la voix de papa Legault qui nous dit ça va bien aller, qui nous dit mets ton masque, ça va bien aller, viens te faire injecter, ça va bien aller. Hein? Alors, on relâche complètement le contrôle de nos vies à ces gens qui, on le sait maintenant, en tout cas j'espère que quelques-uns d'entre nous, vous êtes 90 à l'écoute, il y a au moins 90 personnes qui savent que ces gens n'ont pas notre meilleur intérêt à cœur. Et donc, maintenant, on a les preuves. Maintenant, on a les preuves qu'ils ont réellement voulu faire quelque chose au niveau non seulement de notre cerveau, mais de notre fertilité. Et donc, on se sert de ça, encore une fois, pour nous manipuler et pour manipuler l'évolution ou l'involution, je devrais dire, de notre race, de notre humanité. Hein? On est en guerre contre des gens qui veulent s'emparer de notre humanité. Et là, s'il vous plaît, venez pas me dire dans les commentaires Trump est en train de faire le ménage et tout ça, parce que ça, c'est tout un autre débat. Et comme je vous le dis tout le temps, il n'y en aura pas de sauveurs. Les sauveurs, c'est nous autres. Les sauveurs, c'est nous autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette situation? J'offre un masterclass demain, qui était déjà prévu, sur équilibrer vos hormones naturellement. Et je vais rajouter un volet où je vais parler de pistes de solutions. Évidemment, quand l'ADN est abîmé, on ne fait pas de miracle avec ça. Vous vous rappelez quand on avait des CD puis il y avait une scratch sur le CD, on ne fait pas de miracle avec ça. Hein? Si on enregistre un CD qui est déjà scratché, bien, on va entendre la scratch dans le nouvel enregistrement. Alors, si l'ADN est réellement abîmé, on ne fait pas de miracle. Mais par contre, tout le processus inflammatoire, parce que le principal mécanisme qui est proposé, pourquoi le COVID long affecte la fertilité, c'est l'inflammation systémique, la cascade de cytokines dont on a beaucoup parlé, tout ça. Alors, oui, il y a des moyens naturels de gérer l'inflammation dans le corps par rapport à l'alimentation, par rapport à certains suppléments. Il y a des moyens de dégrader aussi la protéine spike plus rapidement pour essayer de l'éliminer plus rapidement. Donc, il y a des choses qu'on peut faire.
Évidemment, je ne peux pas vous donner un protocole à l'écran parce que vous savez bien que j'ai l'épée de Damoclès du Collège des médecins, des médias et de tout le monde au-dessus de la tête. Je ne peux pas donner des protocoles à l'écran. Ça se fait en consultation individuelle parce que chaque cas doit être analysé, savoir qu'est-ce qui se passe, savoir c'est quoi les symptômes. Parce que, évidemment, il y a des protocoles qui ont circulé qui étaient un protocole unique pour tout le monde. Ben oui, c'est des médecins qui ont fait ça. En naturopathie, on sait très bien que le même pâté à viande, si c'est un sanguin ou un bilieux ou un nerveux qui le mange, ça ne sera pas la même conséquence. Hein? Le bilieux va avoir une crise de foie, le sanguin va monter son taux de cholestérol, puis le nerveux ne dormira pas de la nuit. Ils ont mangé, ils ont mangé le même pâté à viande, ils ont mangé la même tourtière. Là. Mais selon notre constitution, selon notre individualité biochimique, on ne réagit pas de la même façon. Il y a des gens qui ont été injectés, qui n'ont pas eu, en tout cas en apparence, d'effets secondaires. Ils vont peut-être avoir des surprises quand ils vont essayer de procréer. Ou ils vont peut-être avoir des surprises quand ils vont voir qu'est-ce qu'ils ont réussi à procréer, quelles seront les conséquences de ça, parce que je ne les sais pas, je ne suis pas devine, moi. Mais c'est sûr qu'il y en aura. C'est sûr qu'il y en aura. Donc, il y a des choses qu'on peut faire pour minimiser ça. Je ne fais pas de miracle. Les pilules magiques, il n'y en a pas. Mais on peut gérer l'inflammation. On peut se débarrasser plus rapidement de la protéine spike. On peut créer un milieu dans notre ventre qui soit plus hospitalier. En fait, c'est ça qui se passe sous l'espèce de tempête créée par la protéine spike, que ce soit d'origine naturelle ou de l'injection. C'est toute cette inflammation qui est créée là. Et c'est tout l'aspect du stress. J'en parle beaucoup, beaucoup demain dans mon masterclass Équilibrer vos hormones naturellement parce que, comme je vous ai expliqué, il y a un lien direct entre le stress qui affecte nos glandes surrénales et nos hormones parce que plus on avance vers la ménopause, mais tout au long de notre vie aussi, les surrénales doivent prendre le relais quand il y a des variations de notre cycle menstruel. Alors, si nos surrénales sont occupées à produire des hormones de stress et qu'elles prennent nos matières premières, que sont le cholestérol principalement, pour faire des hormones de stress, mais il n'y en a plus pour faire l'estrogène, la progestérone et nos hormones naturelles. Donc, tout ça, il y a plein, plein, plein de choses qu'on peut faire naturellement. Il faut juste connaître les messages de notre corps, de nos hormones et être guidé correctement pour ce faire. Alors, on a fait 1h15. Malheureusement, de cette façon-ci, je n'arrive pas à voir les messages. Laissez-moi regarder si j'y arrive avec mon téléphone. Je vais voir si je peux répondre s'il y a des questions que j'arrive à voir en allant directement sur Facebook. Première tentative. Je m'excuse, hein, c'était ce soir, la technique n'était pas tout à fait au rendez-vous. Bon, alors que j'entends, ça ne marchera pas, cette histoire-là. Mon Dieu. Bon, alors il y a un petit délai. J'y arrive pas, les amis, parce que justement, j'ai voulu pouvoir vous présenter. Il va falloir que je m'installe. J'ai un autre ordinateur de bureau et je pourrais fonctionner avec les deux. J'ai juste, dans tout ce que je vis depuis que je suis arrivée ici, pas pris le temps de le faire. Mais on va s'adapter tranquillement. Je pense que l'important, c'était que je vous transmette le contenu ce soir. Du premier que j'ai vu, il ne semblait pas y avoir énormément de commentaires, mais de toute façon, vous savez que vous pouvez toujours commenter en bas du live. J'irai les rattraper. Bon, pas tellement ce soir parce que je suis encore dans la production du masterclass de demain, mais durant le week-end, certainement, je viendrai lire vos commentaires et y répondre. Et je vous invite à me rejoindre demain à 9 h pour le masterclass Équilibrer vos hormones naturellement parce que je laisse du temps pour les questions. Vous allez être en interaction directe avec moi. J'ai compressé 6 modules de formation en 6 heures. Donc, c'est 9 h à midi, on prend 1 heure de pause et 13 h à 16 h, on a le deuxième bloc. Il y a des enregistrements, il va y avoir des documents. Si vous n'êtes pas disponible toute la journée demain ou pas disponible du tout, il n'y a aucun problème. Venez vous inscrire. Vous allez être sur la liste d'envoi. Je vais vous faire parvenir les trucs. C'est sûr qu'en direct, c'est mieux parce que là, vous pouvez me poser vos questions directement. Mais c'est sûr que je ne peux pas non plus rentrer dans un cas spécifique parce que mon code de déontologie à l'ANAC ne me permet pas de le faire. Il faut qu'on garde ce genre d'informations pour le contexte de consultation naturopathique. Mais les grandes informations, les études cliniques, comment ça fonctionne, tout ça, je peux en parler librement. Donc, j'espère de vous retrouver demain. J'espère que vous avez appris des choses ce soir. Je pense qu'on était plusieurs à se douter parce que soit on l'avait vécu dans notre corps,
les perturbations au niveau du cycle, mais je pense que le fait de maintenant avoir les études qu'ils demandent, j'ai fait exprès, malgré les petits problèmes techniques, de vous les montrer pour que vous puissiez, si vous voulez partager le live avec quelqu'un, pour ne pas dire que c'est un discours de complotiste, les études sont là avec les liens des études. Alors, vous pourrez vous les procurer. Également, quand vous êtes membre de mon membership, c'est plus facile. Tout ça est en train de muter. C'est pour ça que je ne vous en parle pas beaucoup parce que je suis en train de m'en aller sur Patreon. Et quand ça va être tout en place, je vais faire un grand lancement. Mais ça vous permettra d'avoir accès à ce moment-là à tous mes liens de recherche pour les personnes que ça intéresse. J'ai aussi écrit un article qui va paraître dans Vitalité Québec au mois de mai qui parle de cette situation et j'ai cité les études. Mais évidemment, je n'ai pas mis l'accent sur l'aspect vaccination parce que, comme je vous ai expliqué, les chercheurs sont très frileux et donc, je vous ai expliqué les mécanismes d'action. Il y a quand même 7 études que je vous ai présentées qui établissent un lien entre l'infertilité, les anomalies menstruelles et les injections. Au niveau masculin, j'ai trouvé juste une étude. Faut vraiment, la première chose qu'on fait quand on fait de la recherche, et particulièrement dans la thématique de COVID, moi, je regarde le titre en haut et après ça, je m'en vais tout de suite en bas de l'étude pour voir qui a financé l'étude. Parce que déjà, je sais quelles seront les conclusions de l'étude. Alors, j'en ai trouvé une qui parlait de l'impact des injections sur le taux de sperme et le taux de testostérone également. Et ce qu'on voyait, c'est que quand les gens étaient infectés naturellement par le virus, ça chutait. Le taux de testostérone, le taux de sperme et la motilité du sperme chutaient lorsque les hommes sont infectés naturellement par le virus. Mais pas quand c'était le vaccin. Comment ça se peut? C'est le même mécanisme d'action. Comment ça se peut? Et là, ce qu'ils ont dit, c'est que quand on allait, parce qu'au début, dans la conclusion, ça dit que non, 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 il n'y a pas de problème avec le vaccin. Et là, quand tu vas lire toutes les petites écritures dans l'étude, eh bien, ce que ça dit, c'est que oui, avec le vaccin, il y a eu une chute, mais après 3 mois, le taux était revenu à la normale. OK, mais peut-être qu'il faudrait quand même l'écrire hein, sur le petit paquet de l'injection, dire aux gens, j'espère que tu n'es pas en train d'essayer de faire un bébé parce que là, ton taux de sperme, ta testo, puis la motilité de tes spermes va chuter au moins pendant 3 mois. Comme je vous dis, si les études ne sont pas faites plus longtemps, on ne sait pas combien de temps ça dure. Mais là, eux autres, ils disent que ça remonte après 3 mois. Mais le plus cute de cette étude-là, c'est même pas ça. Le plus cute, c'est que c'était sur 18 personnes. 18 hommes étaient impliqués dans l'étude. Comment tu peux donner des injections à travers la planète et faire une étude sur 18 personnes et sur la base de cette étude qui peut affecter la fécondité, qui peut affecter la descendance, venir nous dire qu'il n'y a pas de problème parce que ça remonte après 3 mois. Ça remontait chez ces personnes-là. Mais encore. Alors là-dessus, gang, merci d'avoir été là. Merci d'avoir passé votre vendredi soir avec moi. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que vous allez faire circuler l'information. On connaît tous quelqu'un qui a eu son cycle perturbé avec les injections, avec l'infection, avec les injections que son chum a reçues, même si elle n'en avait pas eu. Donc, donnez-leur le live, ça va mettre du baume sur nos blessures, de s'être fait dire que c'était dans notre tête, etc. Bien là, les études sont là pour nous dire que tout ce qu'on avait craint, on avait bel et bien raison, malheureusement. Il y a des fois dans la vie où on aurait aimé ne pas avoir raison, c'est un de ces cas-là, mais vaut mieux connaître la vérité et d'essayer maintenant, d'une part, de faire interdire ces injections, mais aussi de pouvoir s'en débarrasser dans notre corps du mieux qu'on peut. C'est un processus, on apprend sur le tas parce qu'on n'a jamais eu à dealer avec ça avant. Mais c'est important de le savoir parce que dans tous ces couples qui sont aux prises avec des problèmes de fertilité en ce moment, ces couples, ces femmes, ces hommes, eh bien, on cherche des solutions conventionnelles en traitement de fertilité. Sauf que la fertilité, s'il y a plein d'inflammations dans notre ventre, dans notre zone gynécologique, ça ne fonctionnera pas plus. Il faut qu'il y ait un terrain qui soit sain. Donc, on ne peut pas trouver des solutions classiques ou conventionnelles à un nouveau problème qui est créé par un virus qui n'a jamais existé. Donc, il va falloir qu'on ait des solutions qui sont adaptées à cette problématique.
et non pas les vieilles solutions qu'on connaît qui sont très payantes pour une petite poignée d'individus qui ont créé le problème en partant. Alors, bon week-end tout le monde et puis on se retrouve, je l'espère, demain matin dès 9 heures pour équilibrer vos hormones naturellement. Bye bye.